Bonjour à tous, bonjour à toutes. Jérôme Collin, merci beaucoup d'être présent dans cette jeune librairie qui a 4 ans et qui est ici depuis quelques mois, depuis le mois de juillet, comme je vous ai expliqué. Merci à tout le monde d'être là, public quasiment 100% féminin, c'est bon. Il y a quelques hommes, quasiment, 80%. Ça peut être l'objet d'une discussion. On peut rester. Oui, on peut rester. Donc voilà comment la soirée va se passer. Virginie, donc, membre de l'équipe de la Traversée, va interroger M. Collin sur ces 2 livres, et sur lui-même peut-être. Et ensuite, questions, si vous en avez. Et puis alors, dédicaces pour ceux qui désirent un ou des ouvrages dédicacés de la part de Jérôme. Voilà, moi aussi je dis merci. Merci à Bernard d'avoir organisé la rencontre. Je ne sais pas s'il faut encore vous présenter, je ne sais pas si vous êtes connu pour tout le public. Un petit rappel. Donc vous êtes journaliste belge, 40aine d'années. Oui, bien. Marié, 3 enfants, je crois. Pas marié, non. Non? Non. Non. Compagne. Oui. Et 3 grands enfants, je pense. Ouais. Ouais. Alors on vous connaît aussi parce que depuis 2014, vous présentez chaque jour l'émission Entrer sans frapper, sur la première en radio. Et vous animez aussi l'émission Heb Taxi, depuis maintenant, je pense, une quinzaine d'années. Tout ça. Voilà. Et en 2015, donc, vous sortez votre premier roman, Éviter les péages, aux éditions à la rue. Et puis en 2018, votre deuxième roman familial, Le champ de bataille. Vous les avez vus en bas, mais voilà, si. Voilà, et donc c'est autour de ces 2 romans principalement qu'on va parler, plus que sur vous, Ça va. si vous le voulez bien. Voilà, alors, Éviter les péages, donc voici. C'est un roman que je trouve assez tendre, drôle et assez musical. C'est un roman quelque part qui parle de la crise de la quarantaine. En plein dedans, oui. Qu'on peut comparer un peu finalement à la crise de l'adolescence sur certains points. Donc c'est l'histoire d'un homme, d'un père de famille, qui se pose beaucoup de questions sur son couple, sur sa vie, sur lui-même. C'est un peu un roman finalement sur la possibilité de faire des choix. Enfin en tout cas la difficulté d'en faire et de renoncer à certaines choses. Exactement. Sur l'incapacité que les hommes ont à faire des choix. Oui. Ouais, les hommes. J'ai tend pour me rassurer, mais eux, sur l'incapacité qu'on a à faire des choix et à jamais être satisfait surtout. À jamais être satisfait. Donc, vraiment? Vous pensez qu'on n'est jamais satisfait? Je sais pas, il y a des gens j'aimerais bien être l'un et il y a des gens j'aimerais bien être l'autre. C'est-à-dire que le fait d'être insatisfait pousse à faire des choses et à se surprendre, c'est bien. Le fait d'être satisfait, je pense que pour les autres, ça va être chouette de faire face à quelqu'un qui a l'air satisfait. Donc je ne sais pas quelle option il faut avancer dans la vie pour qu'elle soit la meilleure possible. Je n'ai toujours pas su choisir. D'accord. Bah oui, c'est vraiment ce qu'on ressent quand on vous lit, quoi. On voit le héros finalement ne pose pas de choix. Très peu. Et enfin, je ne vais pas raconter la fin du roman pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais il y a une phrase que j'aime bien qui clôture le roman, c'est le courage, ça vient lentement, ça vient doucement. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer Bah écoutez, ça, c'était mon premier roman et je sortais d'une crise de la quarantaine qui était quand même assez sérieuse. Et il y a un jour quelqu'un qui m'avait dit cette phrase. Le courage, ça vient doucement, vous inquiétez pas. Et c'était professionnel parce que c'était pendant un enregistrement de Heb Taxi. C'était l'enregistrement de Heb Taxi avec André Dussolier. Et à un moment, on a une panne de caméra et donc on s'arrête sur le côté, etc. Et je sais pas, il a senti quelque chose, j'imagine. Et il y a un moment, il a mis sa main sur mon épaule et il m'a dit « Vous inquiétez pas, Jérôme, le courage, ça vient doucement. » Et ça m'a frappé, évidemment. Je me dis, ça me parlait beaucoup. Ouais. Et donc la phrase m'est restée. Mais on retrouve un peu ça dans le livre, hein, le taximène qui c'est pour ça que ça m'avait frappé, mais c'est que c'est vraiment quelque chose qui me regardait. Alors, le courage, c'est relatif. Je pense qu'on a du courage quand on a besoin d'avoir du courage. Mais là, ça voulait dire quelque chose pour moi. Ça voulait dire que dans la vie, pour pouvoir avancer sans faire trop de mal à ceux qui nous entourent, ni à soi-même d'ailleurs, il faut savoir faire des choix. On ne peut pas laisser
mais c'est des choses pourrir indéfiniment, qu'elles soient professionnelles, amoureuses, amicales, enfin tout. Et ça me parlait bien à ce moment-là. Et donc ça a été une phrase, quand j'ai commencé à écrire, je savais que ce serait la dernière phrase. Ah oui. Et justement, je reviens à l'idée du taxi. Donc, on le retrouve dans votre roman. On sait que, voilà, on vous connaît par votre émission Le Taxi. Il y a quoi dans le taxi pour vous? Ça autorise quoi le taxi? Ou ça symbolise quoi? Oh bah, c'était un clin d'œil évidemment. Oui. Pour un premier roman, ça me faisait marrer d'écrire l'histoire d'un mec dans un taxi parce que c'est vrai que c'est 15 ans de ma vie, moi, professionnelle, cette histoire. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la voiture et principalement le taxi, parce qu'on n'est pas l'un à côté de l'autre, mais l'un derrière l'autre, et donc on n'a pas de contact visuel, donc on ne se sent pas jugé, ça poussait quand même relativement pas mal à la confidence. Ouais. Et je me suis dit, c'est un bel objet de roman finalement, parce qu'on pourrait éventuellement rencontrer des gens, et en 40 secondes, être déjà dans l'intime. Ce qui dans la vie n'arrive pas, vous ne rencontrez pas quelqu'un dans un café et dire écoutez, j'ai perdu mon père, c'est quand même dur. Alors que dans un taxi, comme les deux personnes savent pertinemment bien que ça va être très court, ça va faire un quart d'heure, qu'on ne s'en verra plus jamais, il y a des choses qui se passent. J'ai interrogé des taximans et puis moi je le vois même dans mon émission, j'arrive à avoir des discussions qui sont relativement intimes avec des gens que je ne connais pas, et très vite. Et donc je me suis dit, ça c'est un bon objet de roman. Voilà. Il y a beaucoup de musique aussi dans votre taxi. C'est quelque chose qui revient, donc je me posais la question, et dans le livre et dans votre vie à vous, la musique c'est thérapeutique? C'est pas thérapeutique, c'est capital. C'est tout le temps là. J'étais dans ma voiture, j'écoutais de la musique, et puis quand je vais repartir d'ici, je vais réécouter de la musique. C'est la première chose que j'ai faite ce matin aussi. Moi je retiens jamais les dates. Mais par contre, je sais quelle chanson j'écoutais à tel moment de ma vie. C'est-à-dire qu'on me demandait quelle chanson... je ne connais pas la date à laquelle j'ai rencontré ma femme, par exemple. On ne se rappelle pas, aucun de nous deux. Mais par contre, je sais quelle chanson on écoutait à ce moment-là. Pour d'autres événements de ma vie, c'est plus les chansons que les années ou les dates qui me viennent en tête. Je pense que c'est le plus grand marqueur de ma vie. C'est quelle chanson j'écoutais à cette époque-là, ou quel album, ou quel artiste, ou quel concert j'avais vu. Et je trouve que c'est un plus beau marqueur de temps que les années, quoi. C'est plus doux. Ça vous fait Madeleine de Proust, écouter une chanson? Ah ouais, c'est tout le temps. Ouais, c'est rassurant. Vous venez de dire justement, par rapport aux confidences qu'on pourrait faire dans un taxi, j'ai perdu mon père, c'est un truc qui revient beaucoup dans vos romans, la relation au père. Et vous dites... D'ailleurs, le personnage d'Éviter les péages parle régulièrement à son père défunt. Et je vous ai entendu dire plusieurs fois que c'est très difficile à la fois d'être un père, comme c'est difficile d'être un fils. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui nous empêche d'être bon père, bon fils, bonne mère, bonne fille? Je pense que c'est tout simplement impossible. Être un bon père, c'est impossible, comme être une bonne mère. C'est-à-dire que nos enfants, ils sont faits pour s'opposer à vous. Donc automatiquement, vous n'aurez pas été parfait à leurs yeux, ça c'est sûr. Et a priori, vous n'aurez pas été parfait à leurs yeux non plus, parce que c'est trop long. Si éduquer un enfant, ça prenait 1 heure, on pourrait vraiment se concentrer et être parfait. Le problème, c'est que sur 18 ans ou 20 ans, il y a des moments où vous êtes impartial, il y a des moments où vous êtes injuste, il y a des moments où vous vous comportez moins bien qu'à d'autres, parce que dans votre vie, il se passe ci ou il se passe là, ou que vous êtes heureux ou malheureux à ce moment-là. Donc, être un bon parent, je pense que c'est ridicule, et il faut être le mieux qu'on peut. Mais avouer être bon, je pense que c'est louche. Moi, quand je rencontre des gens qui me disent combien ils sont des bons parents, je ne crois pas. Pour moi, non. Je suspecte. Je pense que c'est le plus grand qui se met devant, désolé. Désolé, mais c'est vraiment que je viens devant, sinon je ne serais pas aussi. Désolé. Et donc oui, ça, évidemment, et en tant que fils, je pense que c'est la même chose. C'est-à-dire c'est marrant, il n'y a pas longtemps, je faisais une émission justement avec Taxi avec Yann Moix, et il parlait de ça, du fait d'être... on n'est jamais un bon fils, parce que je pense que les enfants, assez bizarrement, aiment leurs parents évidemment, mais je pense que la qualité de l'amour n'est pas réciproque. C'est-à-dire que je pense que l'amour qu'on porte à nos enfants
quelque chose de très particulier qu'on ne porte pas à nos parents. On respecte nos parents, on les aime, etc. Mais il y a quelque chose de la filiation qui fonctionne en descendant, mais pas en montant. Et donc, être un bon fils, on peut être le meilleur fils qu'on peut, mais être un bon fils, je pense pas que ce soit... Mais en plus, je pense pas que ce soit un objectif de vie non plus. D'être un bon fils? Non, je pense pas que ce soit un objectif de vie. Moi, j'ai de la chance de m'être très très bien entendu avec mes parents et d'avoir eu une relation fantastique avec eux. Mais, bon, évidemment, à part tous les soucis du quotidien, de l'adolescence, etc. Mais être un bon fils, non, je pense pas, parce qu'on pourrait toujours faire mieux, on pourrait toujours plus aller voir sa mère, on pourrait toujours plus téléphoner, on pourrait toujours plus faire ceci. Mais on aime bien rester dans le divan de temps en temps. Donc non, mais c'est pas un objectif parce que je pense qu'en fait, dans l'absolu, on leur doit rien. Si on veut être heureux, je pense qu'on doit ne rien leur devoir. Parce que si on vit en plus avec ce poids-là, de devoir les rendre heureux, eux, déjà qu'on a une peine folle à rendre heureux et nos compagnes, compagnons et nos enfants et les gens qu'on voit tous les jours, si on met en plus les parents dans la balance, je suis pas sûr que ce soit une bonne option. Parce qu'en plus, c'est impossible. C'est leur problème, en fait, je crois. On va vivre leur tour, j'imagine. Non, mais moi, j'ai des grands-enfants et je leur dis tout le temps, le bonheur de leur père et de leur mère, c'est pas leur problème, quoi. Alors, évidemment, il faut pas qu'ils soient des mauvaises personnes. Mais c'est pas à eux de nous rendre heureux. Mais quelque part, bon, là je dévoile sur le deuxième roman, sur le champ de bataille, vous le regrettez, quelque part, cet amour absolu de l'enfance qui disparaît avec les enfants qui grandissent. Oui, c'est plus la crise de la quarantaine, c'est la crise de l'adolescence, surtout du côté du père dans le deuxième livre. Oui, je voulais mettre un personnage. Le deuil est une question qui m'intéresse beaucoup, parce que j'en ai vécu un mois duquel je parvenais assez mal à me sortir, et qui était celui de mon père. C'était quoi votre question? C'est plutôt un constat finalement que oui. vous semblez le regret. Oui. Vous le constatez, donc, mais avec une sorte de... Et donc je voulais mettre en scène un personnage qui était en deuil, mais qui était en deuil de ses petits-enfants. Ouais. Qui arrivait à un âge où mes enfants ont 15-16 ans, c'est plus la même chose évidemment, et je voulais travailler sur le passage que moi j'avais vécu du fait de perdre ses petits-enfants, les bébés. Et je me rappelle, je n'ai jamais pensé du tout à être père, je pense qu'on n'a jamais parlé de parentalité avec la femme avec laquelle je vis, mais on a eu des enfants. Et je ne m'étais pas du tout préparé, parce qu'on les a eu jeunes, à 24 ans, et donc c'était pas... on était cons. Mais j'ai adoré ça par contre. La petite enfance. Ouais. Et je sais bien que quand ils ont grandi, ça m'a manqué. Ça m'a beaucoup manqué. Cette espèce d'amour absolu quand ils vous tendent des bras. Et je voulais travailler sur ça, sur un homme qui doit faire le deuil de ça pour passer à autre chose. Voilà. D'accord. Qui doit préparer ses enfants à partir en fait. Hein. Oui, bah oui. Et arrêter de... La retourne. Ouais. Vous venez de parler de votre papa de nouveau. C'est une question que j'imagine qu'on est beaucoup à se poser par rapport à éviter les payages et au second roman. Est-ce que vos romans sont autobiographiques? Alors, ils le sont toujours. Oui, ils le sont. Alors les faits sont pas ceux-là, les sentiments sont ceux-là. C'est toujours compliqué. Parce qu'en fait, c'est pas très agréable de le lire. Parce qu'en fait, ça change la lecture. Donc oui, il y a des choses qui sont vraies. Oui. Et il y a des choses qui sont fausses. En même temps, je crois qu'on se retrouve tous aussi dans vos romans. Je crois que c'est ce qui fait le succès aussi. Moi, c'est l'idée que je me donne, c'est qu'on est tous les mêmes, hein, vraiment. Hein, On vous lit et on se dit, c'est moi. Enfin, je vis ça. J'espère, parce que c'est un peu l'objectif, je pense, quand on écrit, c'est de se rassembler, c'est de pas être tout seul avec ses propres questions, avec ses propres angoisses, avec ses propres tristesses, c'est de se rassembler. Enfin, moi, j'ai ça en tant que lecteur, je lis beaucoup depuis toujours. Ouais. J'ai ça en tant que lecteur. Je viens d'aller aux toilettes là-dessus. Il y a un livre d'Eri De Luca dans les toilettes. Oui. Moi, ça m'a aidé de lire Eri De Luca à des moments de ma vie. Comme ça m'a aidé de lire plein de gens.
où je me suis senti pas tout seul avec ma question. Je me suis dit, ah oui, il y en a d'autres qui vivent cette même absence de certitude dans la route qu'il faut emprunter. Et je trouve ça très rassurant. Et donc quand j'écris, c'est un objectif aussi. J'ai envie que ça me ressemble parce que raconter une histoire pour raconter une histoire, ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai besoin que ça parle de moi, mais j'ai besoin par extension que ça parle de nous. Voilà. Faut que ça réussisse. Il y a un petit passage anecdotique hein, dans Éviter les péages, il y a cette scène du cercle des poètes disparus. J'adore. J'ai vécu ça. Alors justement, j'ai demandé est-ce que c'est du vécu oui, par votre personnage, mais vous. Il y a toujours un moment hein, dans notre vie de parents où on se dit je vais montrer un très bon film à mes enfants. Et où ça se passe pas exactement comme prévu. Plein de fois c'est arrivé. Plein de fois. Ouais, mais c'est beau le choc des générations, je trouve. Puis ils y reviennent. Oui, mais je l'ai fini hier avec mes élèves, moi, ça n'avait pas disparu, et ça a fait le même effet. C'est dur, hein. alors que c'est tellement beau, quoi. Alors que enfin, le message qui est envoyé, moi je vois les ados évoluer, j'en ai une flopée autour de moi, parce que j'ai 3 ados chez moi, plus leurs copains. Donc, c'est le même. Hein. Un peu de choses près, c'est prêt. Ouais. À part la musique qu'ils écoutent, je veux dire, on n'a pas beaucoup muté. Hein. Et, encore que. Mais ouais, j'étais assez étonné que ça ne leur parle pas, ce message. Fais de ta vie quelque chose d'unique. Ça devrait leur parler, ça ne leur parle pas. Peut-être qu'ils ont plus muté qu'on ne pense. Ouais, moins romantique. Ouais. Vous parlez de vos enfants, et je vous posais une question, c'est peut-être indiscret, hein, peut-être refusé. Est-ce que votre femme a lu votre livre, Éviter les péages? Ah, oui, et comment elle a réagi? Évidemment. Elle l'a lu bien avant qu'il soit édité. Ouais. Je lui ai dit, j'ai écrit une histoire, est-ce que tu veux bien la lire et me dire si tu es d'accord pour que ça sorte? Ouais. C'est normal. Oui. C'est parce que, évidemment, vous êtes exposé à l'œil des gens, et l'œil des gens ne peut pas faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc à partir du moment où vous avez une écriture réaliste, ce qui est un peu mon cas, c'est je veux qu'on y croit, quoi. C'est-à-dire que tout peut être vrai. Et comme ça l'impliquait quand même beaucoup, parce que c'est l'histoire d'un mec quand même qui trompe sa femme et qui tombe réellement amoureux par ailleurs, et je voulais qu'elle soit d'accord avec l'éventuelle suspicion qu'il allait avoir notre entourage et le village et etc. Et dans le deuxième roman c'est la même chose parce que par exemple il y a 1 ou 2 scènes un peu plus explicites et je lui pose la question parce que évidemment que les gens qui nous connaissent ou qui nous connaissent même de très loin nous plaquent sur le livre. Donc oui, je lui demande son accord, mais je s'en fous. Vous avez pu publier le deuxième. Oui, parce qu'elle connaît la vérité. Si vous voulez bien, on peut passer au deuxième roman. Oui. Donc, Champ de bataille, donc, qui est apparu 3 ans après, et on sent que c'est pas le même personnage, mais pourtant on a l'impression qu'il a 3 ans de plus. Ouais, je voulais que ce soit. Là, il en a 2, là, il en a 3. C'est la même famille, hein. La mère a le même nom, par exemple. Je voulais changer les choses parce que je voulais pas que ce soit une suite, mais je voulais qu'on puisse imaginer que c'est la même famille. Et là, ce que j'écris pour le moment, ça referme l'histoire. Ah oui, ouais. Il y a un tome 3 dans la saga. C'est pas les tomes parce que c'est pas une suite, mais c'est un 3e roman familial avec une femme qui a le même nom, donc il y a encore des enfants, donc ça peut éventuellement être eux, même si c'est pas eux. D'accord. Ouais. Donc pour ceux qui l'ont peut-être pas encore lu, Le Champ de bataille, donc on reste en effet dans la sphère familiale d'Éviter les péages, mais c'est plus large, enfin, ça s'adresse, on parle plutôt voilà, de la famille, mais du couple, mais pas que du couple, et surtout des remises en question que l'adolescence des enfants implique, et dans le couple et dans la famille. Et puis c'est un roman aussi qui parle d'école. Ouais. la violence qu'il y a à l'école aussi, de l'école, de l'exclusion parfois scolaire, et puis aussi, sans vouloir trop en dévoiler, mais on parle aussi de la violence
de la société dans laquelle nos jeunes se cherchent aujourd'hui. Donc voilà, c'est un roman un peu plus large, je dirais, que le précédent, mais qui tourne quand même toujours autour de cette figure paternelle. Et je disais tout à l'heure qu'on pourrait comparer un peu la crise à la quarantaine à celle de l'adolescence. Là aussi, il est très adolescent encore, le papa, quelque part. Bien sûr, je voulais faire confronter deux adolescents, hein, qui sait qu'il l'est et l'autre qui s'en est pas rendu compte, mais qui est le père. Oui, parce qu'il pose des gestes quand même assez surprenants. Absurde. Oui. Et par contre, la mère, on a toujours l'impression que c'est le personnage stable, je dirais, équilibrant. C'est la vision que vous avez des mères, des femmes. Faisons pas de général. C'est la vision que je voulais en donner dans le livre, parce que c'est la vision notamment que j'ai moi au plus proche de moi. Oui. Donc c'était important pour moi qu'il y ait au moins un personnage qui soit stable dans l'histoire, parce que personne ne l'est. Tout le monde est en mouvement, tout le monde est en train de tomber, donc si on ne met pas au moins un personnage qui a un peu de raison au milieu, ça risque d'être vite le bordel. Donc c'était important que ce soit elle. Ouais. C'est important que ce soit la femme qui pour moi en tout cas, c'était important en l'écrivant qu'elle tienne l'église au milieu du village. Ouais. Et c'est un hasard ou vous pensez que réellement c'est un passage plus facile ou moins difficile pour les mères que pour les hommes, ce changement des enfants? C'est un hasard? Non, je pense pas. Non? Je pense que c'est un hasard. C'est comme ça que j'ai écrit. Je pense que c'est facile pour personne. Non, je pense qu'on souffre tous de la même façon. Je suis pas très la tristesse des femmes et celle des hommes. Je pense que ça nous fait tous valdinguer. Par contre, je pense que ça nous fait tous la même douleur, les mêmes doutes, la même angoisse, etc. Je pense que ce sont des choses qui sont mieux gérées par les femmes que par les hommes aujourd'hui. Mais je pense que l'intensité du doute, ou de la peur, ou de l'angoisse qu'on peut avoir pour l'avenir de nos enfants, il est le même des deux côtés. Après, peut-être que, en tout cas je parle pour moi, je ne peux pas parler pour nous, mais moi en tant qu'homme, peut-être que je rentre plus vite dans un état qui pourrait s'apparenter à de la panique ou à de l'angoisse que ma femme, par exemple, si je regarde nous à la loupe. Parce que je vous ai entendu dire dans une interview que, vous disiez comment? Ah oui, les femmes fonctionnent au malheur. Les mères fonctionnent au malheur, pardon, pas les femmes, les mères fonctionnent au malheur. Vous voulez dire quoi? C'est parce que avec pas mal d'amis, on rigole assez rarement avec ma mère. Moi j'ai une mère italienne, c'est particulier. Hein. Et j'ai pas mal de copains aussi qui ont des mères italiennes. Et ça nous fait rire parce que chaque fois qu'on appelle, elle se demande comme si vous n'avez pas une drôle de voix, si vous n'êtes pas fatigué, si vous n'êtes pas bien. Comme si elle avait envie que vous n'alliez pas bien, comme ça, elle pourrait s'occuper de vous comme ça. Et c'est ça qui me fait dire qu'elle fonctionne un peu au malheur. C'est-à-dire, au lieu de dire, tu as une bonne voix, tu as l'air très en forme, ça n'arrive jamais. C'est bizarre. Je t'écoutais à la radio, ça t'a pas l'air en forme. Et je crois que c'est pas juste les mamans italiennes. Non, mais je pense que ça, par contre, c'est très maternel. Alors, j'en reviens à l'enseignement, un point en effet qui m'intéresse, mais on a parlé beaucoup de votre livre, parce qu'il y a un passage qui est dédié à l'enseignement, et vous présentez l'école comme une école non adaptée quelque part aux jeunes d'aujourd'hui, une école un peu de l'exclusion. On peut vous entendre un peu là-dessus. L'école des cavernes. Oui, moi je suis... Le livre est parti de là, je pense, d'une espèce de colère de parents par rapport à l'école. Moi j'ai détesté l'école quand j'étais gamin, mais j'ai détesté. Et je dis dans le livre, elle me l'a bien rendu. Et c'est vrai, elle me l'a assez bien rendu. Et quand mes enfants ont été en âge d'aller à l'école, et je parle pas nécessairement de l'école primaire ici, je parle plus de l'école secondaire, j'ai moins... J'ai trouvé que l'école primaire ne répondait pas aux attentes, ni des enfants, ni de la société dans laquelle on vit, mais soit. Je trouve qu'elle ne fait pas de mal, elle ne blesse pas encore trop, même si elle blesse déjà. Mais par contre, l'école secondaire, oui. Je la trouve coupable, inadaptée, violente, à côté de la plaque. Moi, quand je regarde les cours de mes enfants, j'ai envie de pleurer. Quand je vois ce qu'on
obligent à ingurgiter, ça me donne envie de leur dire, va plus à l'école. Et si en plus, là-bas, on n'est pas d'accord, on n'est pas intéressé, on est puni. Comme si l'école ne voulait jamais se remettre en cause. C'est-à-dire que aujourd'hui, on apprend pratiquement la même chose qu'à 40 ans à l'école. Pratiquement. Moi, je vois les cours de mes enfants, franchement, on voit les maths pratiquement de la même façon, le français de la même façon, même si on a changé les noms. Les sciences, la même chose. On ne peut pas dire que l'informatique ait fait une entrée fracassante dans les écoles non plus. Par contre, les cours de culture ont été enlevés. Moi, j'avais un petit cours d'écriture, encore, un petit cours de musique. C'est fini, ça. Mais le monde a changé, par contre. Et il a changé comme il n'a jamais changé dans l'histoire de l'humanité. Il s'est passé plus de choses ces 20 dernières années que sur les 100 dernières années. Et les 100 dernières années, il s'est passé plus de choses que dans les 2000 dernières années. Donc, évidemment que l'école devrait changer son fusil d'épaule. Mais le paquebot est tellement lourd à faire bouger. Et là, je ne parle pas des profs, je pense qu'elle est fantastique. Je parle de l'institution de l'école, du programme qu'on donne à nos enfants. Et de cette façon absolument rétrograde qu'un professeur de se mettre sur une tribune et de dire « j'ai le savoir, vous avez l'ignorance, mais je vais vous remplir », ça ne fonctionne plus avec notre époque. Parce qu'en fait, le message principal, il y a deux messages principaux que l'école envoie à nos enfants, de manière répétée. C'est, si tu n'es pas dans la norme, tu iras derrière, et puis tu iras dans le couloir, et puis tu iras dehors de l'école. Si tu n'es pas dans la norme, si tu n'es pas comme les autres. La deuxième injonction, c'est tu te tais. C'est ça, tu te tais. C'est l'injonction qui est donnée par l'école. Or, la seule chose qu'on devrait apprendre à nos enfants, je pense, la chose la plus importante, c'est justement à s'exprimer. Moi, j'ai eu cette chance inouïe dans la vie d'avoir dû me taire comme tout le monde, mais d'avoir fait du théâtre quand j'étais gamin, et d'avoir lu, et de m'être intéressé à ça, je ne sais pas pourquoi. Mais le fait de savoir m'exprimer m'a ouvert, en fait, un tas de portes. Un tas de portes. Toutes, pratiquement. Parce que le fait que je puisse m'exprimer bien, en nuançant mon propos, en argumentant, fait que quand je suis face à quelqu'un, je peux défendre mes idées, je peux tenter de le raisonner, je peux le convaincre de m'accepter. La parole, et surtout ça évite la violence. Ça le fait de savoir parler. Ça. Mais ça devrait s'apprendre à l'école. Mais à l'école, c'est tu te tais. Tu ne parles pas. Je parle, j'explique le cours, et quand il y aura une interrogation, tu me rendras mon cours. A priori, le cours, je ne parle pas de tous les profs évidemment, il y a plein de profs qui changent les choses, mais l'institution scolaire, elle est encore faite comme ça. Si vous allez dans 80% des écoles, si vous regardez 80% des profs, on est encore sur ce modèle-là. C'est très difficile de le faire évoluer. C'est très difficile. Et les profs qui veulent faire l'évoluer, parce que là, depuis que j'ai sorti le livre, je peux dire, j'ai reçu du courrier de professeur. Oui, c'est pour ça que j'avais envie de vous donner l'occasion d'en parler plus que l'extrait du livre. Et en fait, il y a même les professeurs qui veulent aujourd'hui essayer d'avancer dans leurs propres écoles et de proposer de nouvelles idées, etc., se frottent à leurs collègues. Vous le savez. Oui, c'est le cas partout. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas dans votre école. Et au mieux à leurs collègues, au pire à leur direction, parce qu'alors rien n'avance. Et donc, la décision, c'est très bien que les profs fassent ça, mais ce n'est pas la solution. La solution, c'est que l'institution décide autre chose. Mais l'institution est incapable de décider autre chose. Il y a le pacte d'excellence qui traîne depuis 2 ans, qui sera fini en 2024. Mais en 2024, le monde aura encore changé. Parce que ça va très vite maintenant. Et donc, il n'y a pas de solution à terme sur l'école d'aujourd'hui. Et cette école qui fautive de ne pas s'être adaptée à son époque, et donc pas s'être adaptée aux enfants, reproche aux enfants de ne pas s'adapter à elle, alors que c'est elle qui n'est pas adaptée. Et comment est-ce qu'elle leur reproche? Punition. Humiliation devant la classe. Parce que tu sors, c'est pas anecdotique. Tu sors, ça veut dire
tu ne fais pas partie de notre groupe. Alors la seule envie d'un adolescent, c'est de faire partie du groupe. C'est pour ça qu'ils s'habillent tous de la même façon. Donc, il veut faire partie du groupe. Et à un moment, tu sors. Et ça nous paraît anecdotique en fait, mais ça ne l'est pas pour lui. Pour lui, c'est tu ne fais pas partie de ce groupe. Tu ne fais pas partie de nous. Tu es toi, tu et tu sors. C'est grave en fait. Et après, il y a l'exclusion scolaire évidemment, où moi j'étais renvoyé pas mal de l'école quand j'étais jeune. Et j'ai un fils qui a été renvoyé de l'école aussi, et c'était assez marrant parce que le proviseur qui m'a appris m'a dit, vous savez, des fois c'est bien pour l'enfant. D'être renvoyé. Vous avez fait sa voiture. Et je ne peux pas, non. Et je ne peux pas y croire, évidemment, parce qu'en fait c'est pas bien d'être exclu d'une société parce qu'on est différent, parce qu'en fait, ces enfants, c'est pas des monstres. Hein. Ils sont turbulents, ils sont chiants comme la mort, c'est vrai. Mais par contre, un professeur n'est pas là pour se débarrasser des cailloux dans sa chaussure. Il est là pour élever l'enfant, pour l'éduquer, pour lui apprendre, pas que les sciences, à vivre en groupe. Et cette façon qu'a l'école d'enlever les cailloux qu'elle a dans sa chaussure et de les mettre à la rue est grave. Et ici, quand même, en Fédération Wallonie-Bruxelles, 3800 exclusions par an, définitives. 3800. Si vous les mettez en file, ça fait quand même pas mal de jeunes. Hein. On est pratiquement, par milliers d'habitants, on est pratiquement hors record mondial. Mais personne ne se pose la question de savoir si ce qui est en train de se passer est grave. Or, les écoles renvoient les enfants à tour de bras. Chaque année, toutes les écoles renvoient des enfants à tour de bras. Et ça paraît normal à tout le monde. Sauf que ces enfants, le message qu'ils reçoivent, c'est « tu es différent, tu es toi, tu ne conviens pas. Donc toi, tu ne conviens pas. Donc qu'est-ce qu'on fait de toi? On te sort de la société dans laquelle on vit. Nous, on va continuer à vivre dans la société dans laquelle on vit, mais toi pas. Toi, tu sors. » Terrible. Après, si des gens ont envie de vivre dans cette société-là, je suis d'accord. Moi, quand même, ce que je prône tous les jours à la radio, ou avec mes enfants, ou avec mes amis, c'est l'inclusion. C'est de parvenir à vivre ensemble, tous. Parce que, dans l'absolu, on n'aura pas le choix. On ne va pas pouvoir exclure tout le monde parce qu'il nous déplaise. C'est plus facile de vivre ensemble. On ne sait pas où. Non, mais le problème c'est très simple, on sait très bien où ils vont. Hein. L'école doit s'en occuper, elle ne s'en occupe pas, jamais. Ils retrouvent une école, il n'y a aucune raison qu'ils ont changé d'école à la même valeur, évidemment. Donc, ils sont réexclus, ils sont déscolarisés. Voilà. Ça fait le trajet normal. Il n'a pas envie d'être prof. Jamais. Je ne supporterai pas d'être trop des petits cons. Non, je pense que ça doit être une vocation. Non. Je pourrais pas, j'admire ça. Mais non, je ne suis pas cette fibre-là en moi. Je ne suis pas pédagogue, je pense. Donc, je n'ai pas cette fibre-là en moi. Mais par contre, si on décide de l'être, il faut l'être. Je suis d'accord. Comme un maçon, hein. Il décide d'être maçon, il va construire des maisons. Si on décide d'être prof, il faut décider d'élever des enfants. Et d'inclure des enfants. Pas de retirer des cailloux de sa chaussure, quoi. Je trouve ça intolérable parce que on dit des élèves, mais en fait c'est des enfants. Et exclure des enfants d'une société, c'est terrible. Surtout, qu'est-ce qu'ils vont faire demain? Eux, si on leur a montré que c'était le modèle, tu es différent, donc tu sors. Tous ceux qui sont là, quel est le modèle de société qu'on leur a inculqué et qui est naturel pour eux? C'est que quand tu es différent, tu sors. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire quand demain ils seront patrons de PME? Quand il va y avoir quelqu'un de différent, il va sortir. Et ils vont reproduire ça, et ça va être la même chose avec les étrangers, les homosexuels, les bazars, les machins. C'est l'apprentissage de l'intolérance, l'école, pour moi, l'exclusion. En tout cas, c'était l'exemple de l'exclusion, c'est l'apprentissage de l'intolérance. Tu es différent, tu n'es pas des nôtres. Et très mauvais signal pour moi de la part de l'école. Ah oui, surtout qu'il n'est pas anecdotique, je veux dire, 4000 enfants presque, par an. C'est beaucoup. Ouais, oui, c'est une violence. Je pense que tout le monde connaît des familles où il y a un élève qui a été exclu de l'école, a priori. Ouais. Et alors, on parle dans votre livre de cette violence scolaire, mais il y a aussi cette violence des attentats qui
qui est raconté dans votre livre. Je pense que, d'ailleurs, en écrivant le livre, vous avez dû être touché vous-même C'était pendant que cette j'écrivais. période-là. Est-ce que vos enfants ont ressenti cette violence des attentats? C'est quelque chose qui les a touchés, eux? Ils se sont posés beaucoup de questions, en tout cas. Comme tous les enfants, je crois, de ce pays, en âge, en tout cas, de comprendre ce qui se passait. Oui, je pense que oui, ils ont posé beaucoup de questions. C'est quelque chose qui est venu alors en écrivant avec Mais l'actualité? en fait, je voulais écrire sur la violence. Je voulais écrire sur deux formes de violence. C'était la violence de la famille, avec une question quand même assez débile, mais que je ne comprends toujours pas. Pourquoi, a priori, dans la famille nucléaire, où on est censé beaucoup s'aimer, parce que non seulement les adultes se sont choisis, et puis il y a le sang, et pourquoi c'est à ce point un terreau de conflit? Donc là, je vais parler de la violence de la famille et de la violence de l'école. Et pendant que je suis en train d'écrire cette histoire, il y a les attentats de Paris et de Bruxelles. C'était au mois de mars, les attentats de Bruxelles. Une fois qu'ils sont parvenus, j'écrivais sur une année scolaire qui allait de septembre à juin. Il y avait en novembre les attentats de Paris et en mars les attentats de Bruxelles. Si j'écrivais sur la violence, évidemment que je ne pouvais plus ne pas les inclure. Alors j'ai essayé de les inclure pour pas que ce soit trop... pour qu'ils aient un rôle, pour pas que ce soit gratuit, évidemment. Et je pense qu'ils ont un rôle Ah oui, et puis ça ajoute important vraiment... dans le... C'est une belle image de l'ado que rend cet épisode sur Tout à fait. les attentats. C'était l'idée. C'était l'idée. Mais voilà, de l'hyper-violence de la société comme dans laquelle on vit. De la plus petite structure à la plus grande, il y a de la violence. La petite structure, c'est la famille, la moyenne, c'est l'école, la grande, c'est évidemment la ville. Ouais. Et on peut quand même voir qu'il y a de l'hyper-violence partout. Vous avez l'impression que c'est doit plus s'en violent préoccuper. aujourd'hui que l'adolescence qu'on a eue nous? Non, je pense que c'était plus violent de traverser un bois il y a 2000 ans. C'était plus dangereux. Je parlais de nous, mais... Il y avait des ingrédients et je pense que c'était très dangereux. Est-ce que l'adolescence des jeunes d'aujourd'hui est différente, fort différente de celle qu'on a connue? Oui, moi je pense qu'elle est... Après, moi je suis pas sociologue, mais je pense qu'elle est différente parce que tout est exacerbé. C'est-à-dire que tout est visible. Avant, je pense que quand on était jeune, il y avait un racisme qui devait probablement être le même, mais qui était plus honteux. Maintenant, il est complètement décomplexé. Je pense qu'il y avait une homophobie qui devait être la même. Aujourd'hui, elle est relativement décomplexée. Internet n'y est pas pour rien. Et évidemment, Internet n'y est pas pour rien. Et il y avait surtout un accès à l'image qui était relatif. Aujourd'hui, l'accès à la violence, qu'elle soit sexuelle ou qu'elle soit de la violence typique, il y a accès total et aucun parent d'ado ici ne peut certifier que ces ados n'y sont pas exposés. On peut même, si on a un minimum de raison, certifier qu'ils y sont exposés. Donc, Seul. Seul, évidemment, c'est bien là tout le problème. Encore, d'énormes manquements de l'école. L'apprentissage de l'image. Parce que la plupart on a regardent des leurs enfants, images seuls dans leur chambre. moi je suis effrayé. Moi c'est mon métier d'image, je suis journaliste, donc ça m'intéresse beaucoup. Et pendant la scolarité de mes enfants, là il y en a un qui est sorti, maintenant, je pense qu'il a eu 2 heures sur ce que c'était une image. Et c'est gravissime, parce que toute leur vie aujourd'hui n'est faite que de ça. De Snapchat à YouTube, qui sont probablement leurs 2 plus grandes sources d'information. Mais c'est vrai. Ils passent leur temps sur ça. Ce n'est que de l'image. Or, la société dans laquelle on vit ne décide pas de les éduquer à l'image. Or, il faut être éduqué à l'image. Déjà pour les fake news qui aujourd'hui font des ravages politiquement, on voit ce qui se passe dans les différentes élections dans le monde, mais en plus, il faut se décrypter quand est-ce que j'arrête de regarder? Est-ce que je clique? Pourquoi l'école ne leur explique pas que... Parce que tous les parents ne sont pas égaux, évidemment. Tous les parents ne peuvent pas expliquer ça de la même manière à leurs enfants. Or, il faut protéger tous les enfants, c'est le but d'une société. Et donc, l'école doit prendre ça en compte aujourd'hui. C'est quoi cette société de l'image dans laquelle je vis? Qui poste ces images? Pourquoi? Quel est le but de celui qui a posté cette image? Qu'est-ce qu'il aimerait bien retirer de moi si je clique? C'est important de se positionner par rapport à l'image. Sinon, on l'ingurgite, elle nous pourrit de l'intérieur, parce qu'il y a des images qui vous pourrissent de l'intérieur, surtout quand vous avez 15 ans et que vous prenez des images d'un mec qui
décapite un autre. Je suis désolé. C'est dur. Donc il faut... Alors on peut ne pas leur en parler. Mais je pense que c'est une erreur. Parce que si tout seuls, ils sont confrontés à cette image, franchement, bonne nuit. Hein. Parce que on est dans l'ultra hyper-violence qu'on ne peut pas comprendre. Donc elle nous heurte, donc elle nous salit. Et elle nous trouble aussi. C'est difficile pour un ado de venir parler des images qu'il a vues. Mais c'est impossible. Vous n'allez pas aller près de vos parents et dire « J'ai un peu déconné. J'ai regardé ça et ça et ça. » Donc en gros, tous des tabous. Hein, ouais, bah oui. Mais il ne va pas venir vous le dire. Il ne peut pas le faire. C'est impossible. Il ne peut pas. Donc il reste tout seul. Et ça, c'est quand même très préoccupant. Ouais. Non, mais à l'école. Ben après, je pense que l'école n'est pas la seule solution. Les parents sont aussi là pour le faire, etc. Mais dans la société, les parents n'étant pas égaux devant la culture, les finances, le temps, la santé, etc., il y a bien un endroit où l'égalité doit être rétablie, c'est par l'école. Oui, puis elle a ce rôle un peu neutre, donc être dans la société du jeune. En plus. Et donc oui, l'image, c'est terrible. C'est terrible. Nous, on le voit toujours en télévision, par exemple. Tout ce que vous montrez est vrai. Ce qui est faux, évidemment. Mais quand vous montrez quelque chose, c'est vrai. Même quand vous êtes en train de faire une blague, hein, je veux dire, et que on l'a vu avec cette grande émission de RTB où avant il était très clairement mis, ceci est une fiction. Et les gens savaient bien que s'ils zappaient sur l'autre chaîne et qu'il n'y avait pas, c'est qu'il n'y avait pas. C'est la raison commune, si vous voulez. Sinon, comme c'était un événement, la fin de la musique, tout le monde en aurait parlé. Alors, ni sur Internet, personne n'en parlait. Sur RTL, on n'en parlait pas. Et pourtant, c'était vrai. Donc, ça fait partie de l'éducation. Multiplie tes sources. Vois si l'information est vraie. Mais on n'est pas éduqué à ça. Moi, je le suis parce que c'est mon métier. Et probablement d'autres parce qu'ils ont un veau, parce que ça les intéresse. Mais en tant qu'adolescent, c'est pas possible. On n'est pas encore intéressé par ça. Donc on doit venir vers nous avec cette information. Oui, c'est un défi, je pense, capital, parce que nous, on était quand même une génération de l'image, mais quand même encore du mot. C'est fini. C'est fini. Regarde des vidéos. Et j'en reviens aux adolescents, les vôtres, ou ceux du livre, les nôtres. Est-ce que vous pensez que eux aussi, enfin donc votre héros est déçu du temps qui passe, des enfants qui changent, de sa relation qui évolue? En tout cas, ce qu'il est au début. Oui. Si vous pensez que les adolescents le ressentent aussi, et peut-être vous avez pu parler de votre livre avec vos ados. Oui. Il y a tout faux au début, hein, évidemment. Moi, je voulais mettre en scène un personnage qui avait tout faux. Parce qu'il remet quand même le drame de son couple qui est parti à volo sur ses enfants, en se disant quand même, si mes enfants n'ont pas été dans le coin, j'aurais eu le temps d'aimer leur mère. En gros, c'est ce qu'il se dit. C'est quand même un peu salaud. Hein. Et absurde. Pas totalement faux, mais absurde, dans l'absolu. Et donc, je voulais vraiment mettre quelqu'un qui allait devoir apprendre quelque chose pendant le livre. Donc, je partais, évidemment, il est lourd, quoi, au début du livre. Il est très lourd, quoi. Et évidemment que ces enfants le ressentent. Il y a une phrase qui dit « Pour élever les enfants, il faut beaucoup d'amour et un peu d'eau. » Et en fait, moi, j'y crois très fort. Je crois que nos angoisses, nos soucis, notre boulot, la tension, les minuscules conflits, tout ça pourrit la vie de toutes les familles, je pense. Hein. On est tous les mêmes. Et peut-être qu'il faudrait systématiquement penser à cette phrase. Beaucoup d'amour et un peu d'eau, ça suffit. Et vos enfants, ils ont lu le livre? Alors, il y en a deux qui l'ont lu, il y en a un, il n'en a rien à caler. Mais les deux, il y en a deux qui l'ont lu, ouais, ça les a beaucoup fait marrer. Et ils sont d'accord avec cette vision des choses? Bon, la vision des choses, ça dépend si vous prenez le début du roman ou la fin. Oui. Mais ils se voient comme ça? Ça les a fait marrer. Il y a des moments où ils m'ont dit « Ah, là, on s'est reconnus un peu. Là, pas du tout. » Et évidemment, c'est un roman. Mais c'est vrai qu'il y a quelques petites choses qui sont tirées de chez nous. Ouais. Et donc c'était comique qu'ils le lisent, ouais. C'était comique. Ouais. Alors je leur avais dit,
C'est la même chose par rapport Bah oui, à non, des c'est scènes cool. un peu, il y a des scènes un peu délicates entre les parents, enfin pas délicates mais intimes, et soit que tu sautes les pages, soit que tu n'imagines surtout pas que c'est ta mère. Voilà une petite question pour clôturer mon intervention et passer la parole aux autres. Vous avez envie de dire quoi aux jeunes couples qui se lancent dans la parentalité? Rien de dire. Bonne merde, ouais. Faites-le parce que c'est chouette, mais c'est pas tout le temps chouette. Non, mais enfin, c'est dans notre ADN, quoi. Et moi, je respecte tous les choix, évidemment. Avoir des enfants, pas avoir des enfants, je m'en moque. Les gens font exactement ce qu'ils veulent. Chacun sa liberté, et sans aucune forme de jugement. Je peux parler que pour moi. Moi, je sais bien que ça a donné du sens à ma vie et que ça m'a donné du sens là où il n'y en avait pas. Donc pour moi ça a été essentiel. Je comprends pour que quand d'autres ce ne soit pas essentiel, j'ai pas d'idée de jugement. Par contre, est-ce que c'est la fête au village tous les jours? Non. Est-ce que tu vas vers un échec certain? Oui. Est-ce qu'on te dira que tu n'es pas un bon père? Oui. Est-ce que tu trouveras de temps en temps que tu n'es pas un bon père? Oui. Ça t'empêchera de dormir? Oui. Donc oui, c'est galère quand même. Mais il y a quelque chose dans notre ADN quand même qui nous pousse à le faire depuis quelques centaines de milliers d'années maintenant. Donc évidemment, ça met de l'ambiance. Je suis d'accord. Moi, en ce qui me concerne, je voudrais lire le 3e tome. Je me réjouis de l'avoir écrit. On ne peut pas dire que le seul recours sur Terre soit la violence. Or, elle commence quand les mots s'arrêtent. Donc évidemment, c'est la formation parmi les formations. C'est pour ça que lire, ça nous rend meilleurs. Ça ne nous rend pas meilleurs de lire des histoires. Ce qui nous rend meilleurs, c'est de plus en plus, très inconsciemment, savoir nuancer la langue. Savoir comprendre, selon le point d'interrogation, le point d'exclamation, les 3 petits points, le point, la virgule, le point, virgule, quelle serait l'intention éventuelle de celui qui a envoyé le message. Donc oui, je pense que c'est la seule issue, c'est le dialogue, oui. Et la communication, pour moi, est primordiale. Elle commence à l'école, par un échange, et pas par « je parle et vous vous taisez ». Elle peut continuer éventuellement par des bonnes lectures à l'école. On n'a pas parlé de ça, mais la plupart des profs, en tout cas dans mon vécu, proposent aux adolescents des livres qui ne leur conviennent pas et donc qui ne vont pas leur faire aimer la lecture. Or, on s'en moque de ce qu'ils lisent en fait. On s'en moque de ce qu'ils lisent. Ce qu'on veut, c'est leur donner le plaisir de lire pour qu'après ils le reproduisent par eux-mêmes. On s'en fout que notre enfant lise Zola à 15 ans. On s'en fout. Ce qui est important, c'est peut-être qu'il y vienne quand il en aura 30, mais par lui-même, parce qu'on lui aura donné le plaisir de lire. C'est pas grave. Après, il y a aussi des choix hallucinants. Moi, j'ai 3 enfants, ils ont dû tous les 3 lire des bouquins d'Anna Gavalda. Alors moi, je suis pas contre Anna Gavalda, je la connais même un peu. Elle est très charmante, mais elle écrit pas pour eux. Elle écrit sur des quarantenaires qui se séparent, ils en ont rien à foutre. Et donc, évidemment, ça leur plaît pas. Et derrière, quand on lui lit un livre, on dit « Oh non, c'est chiant ». Mais non, ça parle pas d'eux. Donc, c'est pas grave de ce qu'on leur donne à lire, il faut pas que ce soit prestigieux à tout prix. Mais par contre, il faut que ce soit du plaisir. Parce que si on débloque ça en eux, lecture égale plaisir, ben, ils vont faire comme nous tous, hein, ils vont essayer de retrouver ce plaisir. Et donc ils vont relire, et après ils vont affiner, et puis ils vont grandir, et puis ils vont affiner, et puis ils vont se déterminer par rapport à d'autres, et puis par rapport à eux-mêmes, et le combat sera gagné. Mais là aussi, il y a un très lourd boulot à faire sur la lecture. Moi, j'ai eu des discussions infinies avec des profs de français, notamment, dans les rencontres qu'on fait autour du livre, où souvent vous réalisez, c'est triste, hein, mais que la prof, elle a lu 3 bouquins dans sa vie, et que c'est celle-là qu'elle donne à lire à ses élèves. Mais pas tous, mais j'ai déjà été confronté à ça, je vous jure, j'en suis sûr et certain, et
Et je disais, oui, mais vous pouvez faire lire une nouvelle de 20 pages qui va les bouleverser. Elle me dit, oui, mais alors il n'y a pas la notion d'effort. Et de qui d'abord? Par exemple, Stephen King, il a écrit une très belle nouvelle sur 4 garçons qui marchent sur une ligne de chemin de fer et qui vont voir un corps, hein, qui a été adapté en film, ça s'appelle Stand By Me. Ça s'appelle Le Corps, la nouvelle, ça fait rien, ça fait 45 pages, 50 pages. C'est un chef-d'œuvre. Mais non, il y a quelque chose qui passe pas. Il faut un livre de 180 pages. Et Qui n'y iront pas. et si possible sur les adultes. Et il y a pourtant des lectures à proposer aux adolescents. Je veux dire, on est chez un libraire, on peut aller regarder ensemble. Ça va, ils sont nourris quand même. Il y a des choses, et il n'y a pas que des choses idiotes. Il y a plein de choses bien. Et puis même dans les classiques, Sa Majesté des Mouches, enfin voilà, il y a plein de choses qui pourraient éventuellement parler des adolescents. Sauf que dans le cursus qu'on donne aux instituts, il n'y a pas de littérature. On ne leur parle pas de littérature. On ne leur dit pas, une des choses les plus importantes que vous aurez à faire, c'est convaincre tous les enfants que vous allez rencontrer que la lecture, c'est un plaisir. Comment on va faire pour convaincre tous les enfants qu'on va rencontrer dans notre vie? Parce que c'est un tel travail qu'ils feront. 1, par eux-mêmes, et 2, par plaisir. C'est fou quand même. Donc il suffit de donner l'étincelle. Et on ne réfléchisse pas tous ensemble pour savoir comment l'école pourrait, non pas nous éduquer, nous donner l'étincelle du plaisir. Ça suffit après. On n'est pas con, on fait le travail tout seul. Il suffit d'avoir lu un bon livre pour continuer tout seul. On peut probablement tous en citer un ici. Un où il y a eu un début, où on s'est dit « Waouh, je n'ai pas vu l'heure passer, je me sentais bien. » Et puis là c'est parti, c'est notre ADN, on va reproduire ce plaisir à jamais, on va continuer. Et voilà, et puis interroger par exemple, faire des interrogations sur des livres. Tu me résumes le livre, le personnage porte-t-il un pull gris? Ça me rend dingue. Ça me rend complètement fou. Oui, l'évaluation sur un livre, enfin, c'est écrivez-moi quelque chose et puis on verra, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ça, c'est le personnage a un pull gris. C'est pas ça qui fait une bonne lecture, hein. Je peux vous dire c'est un pull gris et rien avoir compris au livre aussi. Et voilà, donc la notion de plaisir, ouais, capitale. Vos enfants lisent? Non. Pas beaucoup. Ma fille, elle lit. Les garçons, non. Non, très peu. Un peu de BD, les romans obligatoires scolaires. Non, ils sont pas mal en opposition par rapport à ma femme et moi, on lit beaucoup et ils sont pas mal en opposition. Mais ma fille, elle lit beaucoup. Elle lit toutes les semaines. Et moi, je voulais vous dire simplement aussi que je vous écoute énormément à la radio, enfin plutôt en podcast, parce que je travaille la journée, mais j'adore vos émissions. Et je vous ai vraiment retrouvé dans le champ de bataille, je n'ai pas lu l'autre. Oui, c'est gentil. Et oui, et franchement, voilà. Non, c'est chouette. Votre émission est très vivante, ça donne, justement, ça donne le goût vraiment à plein de choses, je veux dire, les invités que vous avez, etc. Et donc, c'est vrai que si les jeunes vous écoutent, je trouve ça chouette. Ben nous, ils sont à l'école à ce moment-là. Ben oui, c'est ça. C'est gentil. Bon, moi, je suis pas tout seul, je suis très bien entouré. C'est vous qui animez, c'est vous qui... C'est gentil. J'ai encore une question. Très beau pull. Merci. Est-ce que j'ai acheté? C'est ça que tu veux savoir? Non, vous parliez des cours des profs de français, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne leur explique pas, etc. Ça tombe tellement sous le sens quand on parle de la notion de plaisir, donner de l'envie à l'enfant de lire, etc. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi ce n'est pas comme ça? Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on n'explique pas Mais parce que je pense que la formation est restée relativement identique. On a changé. Avant, il y avait quand même une soumission à l'autorité qui paraissait évidente. Avant les années 60, après il y a eu le rock'n'roll, la naissance de l'adolescence, etc. Mais avant, il y avait une soumission à l'adulte, à l'église, et puis, puis au prof, et puis à l'adulte qui était totale. Donc évidemment, on avait ça. Maintenant, la soumission à l'autorité de la part des adolescents d'aujourd'hui, elle est relative quand même par rapport à celle d'hier. Donc ça ne marche plus, mais l'institution n'a pas répondu à ce changement de société, je pense. Et donc je pense que le problème principal, il est dans la formation. Il y a une formation des profs qui doit avoir très très peu changé
en 30-40 ans, qui est resté relativement similaire. Or, une institution, elle ne peut pas se baser sur le bon vouloir ou les capacités de certains. Elle doit assurer la qualité de tous. Comme les profs qui expliquent aux élèves, quoi. C'est la même chose. Oui, enfin je veux dire, moi je comprends pas pourquoi dès qu'on a un diplôme de prof, on est prof. Non, moi je trouve qu'il faudrait faire des castings comme au cinéma. T'es bon, t'es pas bon. T'es charismatique, t'es pas charismatique. Non mais c'est important d'être charismatique pour donner cours. Bah, après, il faudrait les payer à hauteur de ce qu'ils feraient alors, et de leur talent. Mais parce que ça c'est aussi une des bonnes raisons. Hein. Mais moi j'ai vu des profs très cons. Moi aussi. Même en tant que parent, j'ai des profs de mes enfants qui étaient... C'était dingue. Je veux dire. Et je leur donnais quand même mes enfants et je me disais... C'est chaud quand même, quoi. Mais ça, c'est la formation. C'est-à-dire que ça ne devrait pas pouvoir arriver parce que la mission qu'ils ont en sortant de ces études-là, elle est d'une importance... Toute la société de demain repose dessus. Et est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté de changer ça? Ah ben non. Moi par exemple, il y a eu les grèves, là, vous savez les grèves des étudiants le jeudi, et il y a ma fille qui va tous les jeudis, et donc je lui fais des mots tous les jeudis, etc. Donc je suis convoqué à l'école parce que je ne peux pas lui faire de mots, parce que là il y en a trop, ça fait 7 ou 8 fois. Et je me retrouve avec sa prof, tenez-vous bien, d'art. A priori, la plus ouverte de l'école. Et elle me dit, Monsieur Collin, vous ne pouvez pas autoriser votre fille à aller tous les jeudis manifester. Je lui dis, mais c'est elle qui demande d'aller manifester. Je pense que c'est important, c'est ses premières prises de conscience. Donc, évidemment, je lui donne l'autorisation parce que je pense que c'est important qu'elle aille au bout de cette chose-là, qu'elle s'engage, qu'elle se renseigne, parce que du coup, elle se renseigne, elle lit un peu plus sur ça, parce que ses copines le font. C'est bien. Et la prof d'art me dit, mais vous savez, on a pollué, et quoi qu'il arrive, on polluera. Alors à quoi ça sert d'aller manifester? Qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je dis, désolé, merci, au revoir, pour rester poli. Mais dans l'absolu, ça ne devrait pas pouvoir arriver. C'est un problème de quoi? De formation. C'est-à-dire que on ne peut pas sortir d'études et s'occuper d'enfants si on continue à avoir un discours aussi crétin que celui-là. C'est pas possible, quoi. Et donc, ça veut dire qu'il y a un problème de formation qui est capital et de programme aussi. Qu'est-ce qu'on apprend aux profs de demain? Après, je voudrais pas être le mec qui fait le programme des profs de demain. Hein. Le monde change tellement vite, on est tous perdus. Mais à partir du moment où quelqu'un en prend la responsabilité, alors il doit être capable de le faire. C'est toujours la même chose. Soit on critique, on se dit, moi je ne saurais pas le faire, mais je donne mon avis, ce qui est plutôt ma position ici. Mais à partir du moment où il y en a qui le font dans les ministères, ils doivent être à la hauteur de l'enjeu. Or, ils ne le sont pas. Parce que, vous savez probablement mieux en parler que moi, je ne pense pas que la formation ait changé drastiquement. Non. Ces 20 dernières années, il y a eu une invention qui s'appelle Internet, qui a quand même tout chamboulé. C'est vrai, hein? Et puis la plupart des profs, c'est des anciens bons élèves. En plus. Qui ont vraiment des difficultés à se mettre de la... C'est les gens qui ont aimé l'école, quoi. C'est les gens qui ont aimé l'école et qui ont dit, moi je n'en sortirai jamais. Ils ont été à l'école, puis ils ont été à l'école pour aller à l'école. Et vous voyez, c'est terrible, quoi. Et donc, oui, c'est des gens qui automatiquement aiment l'école. Enfin, ou alors ils sont masochistes, mais... Donc comment comprendre... T'es pas bonne à l'école et qui est enseignante, et je pense que c'est une très bonne enseignante. Ah, mais possible. Oui, c'est ça. J'espère qu'il y a des mots. Possible. Et elle était très intelligente, elle était mauvaise élève parce que l'école... Oui, voilà, elle ne répondait pas à ses attentes, et du coup... Et, possible, très possible. Voilà, c'est pour ça que je dis la plupart, hein, j'ai bien la plupart. Mais vous n'avez pas rencontré dans votre parcours d'élèves ou chez vos enfants? Des bons profs? Si. Parce que je crois que des fois, il suffit de rencontrer un ou une personne. Ah ouais, bah moi je trouve que c'est le contraire. Bah Moi ouais. je trouve qu'il suffit de rencontrer un mauvais pour que Ah ce soit ça oui, foutu. ah non, ça, mais des fois une personne peut nourrir, enfin une ou deux Oui, personnes. oui, elle peut nous nourrir, mais souvent quand même a posteriori, non? C'est souvent, oh moi j'ai eu un prof formidable et je me souviens que... C'est un peu une idée romantique comme ça de l'école. Mais moi je pense que c'est beaucoup plus grave d'en avoir un mauvais. Destructeur. Il y en a qui disent des choses qui sont graves à les enfants. Dont les enfants sont marqués de manière à vie. Hein. Moi je pourrais vous dire des choses qu'on m'a dit. C'est marrant parce que dans le taxi,
c'est une donnée, mais pratiquement 100%. Des gens que je reçois dans les taxis, l'école, ça n'a pas été. D'ailleurs, pour ça, ils deviennent artistes après, parce que je trouve pas de place, et il faut que je fasse quelque chose, c'est artiste. Et un des plus célèbres d'entre eux, c'est Jean Dujardin. Lui, il explique dans les taxis des histoires de dingue. Et il pleure encore. Il avait des larmes qui coulaient. Il explique que quand il rentrait en classe et qu'il y avait le cours de maths, le prof disait « On va s'amuser un peu, Dujardin au tableau ». Et il constatait l'échec ou l'incapacité de l'enfant à réaliser ce qu'il lui demandait, et on rigolait bien, on se tapait sur la cuisse. Le mec, franchement, je pense, bon ça va, il a pris sa revanche sur la vie, mais il n'en est pas remis dans l'absolu. Le petit garçon qu'il était, il n'en est pas remis. Quand il vous en parle, il est encore, il sanglote quoi un peu. C'est fou quand même. Alors que le mec, il a un Oscar quand même. Donc il a eu de quoi quand même se rassurer sur sa qualité. Je pense que certains n'ont pas pris de revanche, peut-être que lui l'a eu, mais d'autres. Tout à fait. Et la longue liste de ceux qui s'en sont pas remis, d'être moqués, cassés, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est comme pour dire que malgré, quelle que soit votre vie, il y a quand même quelque part où vous en remettez pas quoi. Et mince, on va pas à l'école pour ça quoi. Je crois. Je voulais juste poser une question par rapport à la formation. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans la formation. Maintenant, je pense qu'il y a aussi un formatage du modèle des poids. Moi, j'ai été prof de musique en secondaire, et on venait à mon cours en me disant bah, « Monsieur, pourquoi est-ce qu'on chanterait? Si je ne chante pas à votre cours, de toute façon, j'aurai un poids. Si je ne fais pas ça, je vais passer, votre cours, il ne sert à rien. » Donc même en rajoutant des heures de musique, d'art et autres, il y a un formatage qui fait que les enfants se disent bah, « De toute façon, ce cours-là n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est les maths, le français, les sciences. » Et à un moment, bah, comment est-ce qu'on peut rendre la place de choses extérieures à toutes ces grosses matières qu'on met sur un piédestal dans l'école, quoi, même en changeant la formation, en changeant les programmes. Il y a vraiment aussi un formatage au niveau des parents. Évidemment, nous, même moi qui suis très critique envers mes enfants, j'aurais dit travailler à l'école. Et je pense que le bouquin le plus important qui est sorti ces 5 dernières années, c'est le bouquin de Yuval Harari, vous savez, ce prof israélien qui a écrit Sapiens, où il a quand même une théorie qui est redoutable, qui n'est pas lui qui l'a inventée, mais je trouve qu'il la rend à nous tous. Et de dire que si on veut changer de société, on doit changer de récit de société. Le récit de notre époque, c'est si tu vas à l'école, que tu as des beaux points, tu auras un beau métier, tu auras une jolie femme, et tu auras une belle vie et tu seras heureux. C'est un récit qui est complètement débile. Hein. On sait bien qu'on n'est pas heureux parce qu'on a réussi à l'école et vice-versa. Enfin, on sait que ce récit est faux. Or, ça reste le récit dominant qu'on vend à nos enfants. Tu dois travailler à l'école, tu sais, ce sera plus facile. Et du coup, tu auras un beau métier. On l'a tous dit. Parce que c'est le récit de notre société. Donc, ce qu'il va falloir, probablement, c'est changer de récit. Le récit le plus évident qui arrive, c'est le récit écologique. C'est plutôt que tu vas à l'école, tu réussis, tu auras un chien et un beau boulot et tu seras heureux. C'est fais attention à la terre sur laquelle tu vis et tu pourras vivre. C'est déjà, hein, ça peut être un éventuel récit de société. Mais si on a ce récit, comme nous les parents, qui sommes même critiques, sommes assez cons encore pour dire mais ce sera plus facile pour toi quand même si tu te plies. Donc on demande à nos enfants de se plier à des choses en lesquelles nous ne croyons pas. Si en tout cas, moi je l'ai fait. Du général, alors, aussi par exemple, c'est le gros critère. Voilà. Si tu veux faire un métier professionnel, voilà. Bah, c'est parce qu'on sait que c'est le mort de la 10 ans. Comment? Parce qu'on sait que la situation n'évoluera plus. Donc on se dit, bon ok, il faut quand même réussir. On passe On est face à un... Ouais, mais c'est vrai que je connais des mecs qui ont des diplômes universitaires redoutables, qui ont des boulots de merde. J'en connais, j'ai des copains à moi qui ont des boulots, des sales boulots, et ils sont 5 fois plus diplômés que moi. Et je connais l'inverse aussi, des mecs qui ont arrêté en 4e humanité et qui s'éclatent avec leur société aujourd'hui, qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont heureux et qui ont un chien aussi. Non, je veux dire que c'est plus rassurant en tant que parent. Voilà. Mais pourquoi? Parce que moi je suis d'accord avec... Oui, mais pourquoi? Parce que dans l'absolu, vous savez que c'est pas vrai. Vous savez qu'il y a les universitaires qui bossent pas. Ah bah évidemment. Alors pourquoi c'est plus rassurant que notre enfant soit bien à l'école? C'est ça la question. Je suis d'accord avec vous. Hein. Moi aussi ça me rassure. Mais pourquoi ça nous rassure? Parce qu'on l'a enfoncé dans notre crâne. Oui, mais pourquoi? Oui, je n'y crois même pas. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on l'a enfoncé dans notre crâne?
il doit y avoir une raison à ça, évidemment. Pourquoi est-ce que c'est devenu le modèle de notre C'est un société? discours élitiste du 19e siècle, en fait. Parce que je pense que l'école catholique a encore un poids absolument capital ici. 52% des écoles belges sont des écoles catholiques, donc la majorité de l'école catholique qui prend encore toutes les décisions. Donc oui, on est encore une société comme celle-là. On a peur aussi de dire à l'enfant, va dans Bien sûr. l'autre direction, mais tu vas être exclu, tu vas sortir. Bien sûr, parce qu'elle est hasardeuse, parce que rien n'est préparé pour ce terrain-là. Rien n'est préparé. C'est-à-dire que tout est préparé pour que vous ayez à l'école, à 8h, tu arrives, 4h, un mercredi après-midi, tu as congé, on va au sport. Toute la société est construite sur ce qu'il y a autour de l'école. Il y a plus de bus à 4h, il y a le sport le mercredi après-midi, enfin, les matchs de foot sont le samedi et le dimanche, tout est construit autour du kidnapping de l'école, du lundi au vendredi. Mais il n'y a pas d'alternative. Mais si on proposait de manière massive, réfléchie, financée, des vraies alternatives à l'école. Culturelle et autres. Ouais. Faire voyager nos enfants, les faire se rencontrer, ne pas aller à l'école et faire autre chose de leur enfance. Ne pas me dire qu'il y a autre chose à foutre de son enfance que d'aller à l'école. Oui, il y a autre chose à faire de son enfance que de s'asseoir comme ça pendant 8 heures par jour sur un banc alors qu'on a 8 ans, quoi, et que notre cerveau nous dit cours. C'est terrible quand même. Donc, mais le problème, c'est que rien n'est prévu. Il n'y a pas de structure qui permet de le faire. Après, il y a des gens qui le font, ils font l'école des parents, ils font ce genre de choses. Mais pour ça, il faut des parents très éduqués, qui savent s'organiser avec d'autres parents très éduqués. Donc, ça veut dire que l'égalité n'est pas assurée pour tout le monde. Donc, ce n'est pas un bon modèle. Et, il y a quand même des écoles un peu... alternatives. Oui, oui, encore une fois. Elle a fait son début là-bas, c'était bien. Le parcours de vie, il n'y en a pas là où j'habite maintenant, mais c'est très très différent. Le rapport à l'enfant, à bouger, pas bouger, justement. Ça te dit de se gérer, on tutoie le prof parce qu'il n'est pas supérieur, il est égal, il va partager. Il y en a pas qui nous tient les mains. Bon, elle a pu faire ça jusqu'à sa 3e primaire, mais elle en profite toujours de ce qu'elle a pu là-bas. Maintenant, c'est vrai que c'est difficilement. Elle s'est mieux adaptée à sa nouvelle école très traditionnelle que moi. Je crois que dans le livre Sapiens, il se termine par ce que l'important, c'est pas ce que nous pouvons, c'est ce que nous voulons. Oui. Ça se termine comme ça, je pense. C'est ça la question. En fait. Ouais, c'est quel récit on va écrire pour tous ensemble. Mais si on continue sur le même récit normatif, et qu'en plus il va falloir passer par le couple et les enfants, enfin, l'hétérosexualité à la limite, enfin, c'est un truc de fou, hein, les normes de cette société. Et si on reste sur ce modèle, sur ce récit de société, enfin, moi, quand j'ai lu ce livre, vraiment, il y a des choses qui sont devenues claires. Ouais. J'ai plus compris pourquoi je disais à mes enfants de faire des choses auxquelles je ne croyais pas. C'est dans notre ADN, quelque part. C'est dans le récit, ouais. Et c'est pas nous. On est nourri que de ça. Et la société qui organise notre vie, la politique, elle n'est nourrie que de ça. Et donc on n'organise pas de chemin de traverse pour ceux qui ne voudraient pas rentrer dans ce récit-là. Mais je pense que inévitablement, avec l'accroissement des inégalités, qu'à un moment où l'élastique va casser, hein, enfin, je veux dire, ça ne peut plus durer non plus 2 siècles comme ça, hein, il y aura un autre modèle de société, inévitablement. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'aura probablement pas su l'accoucher pacifiquement et sans trop de douleur. Mais on va attendre que l'élastique casse et après il n'y aura plus le choix, donc pourquoi pas? Moi je suis du coup prêt à ce que... On avait essayé un petit peu de bouger ça en 68. Hein. Bien sûr. Belle réussite. Ben oui, mais justement, c'est pour le dire que c'est... Bien sûr. La résistance était vraiment... Bien sûr. Mais c'est le dernier mouvement. Après, regardez, aux États-Unis, les marches des femmes qui sont colossales. Regardez à Rome, à Madrid, la semaine dernière encore. Ben oui. Les gamins dans les rues les jeudis. Les universitaires arrivent tout doucement. Évidemment, il se passe des choses. Évidemment, il se passe des choses. Et ces enfants à qui on dit se taire semblent ne pas avoir très envie de se taire. Tant mieux. Donc, c'est une bonne chose. Ouais, moi aussi. Merci beaucoup. Merci. Je ne vous raconte trop de conneries. Hein.
Merci beaucoup. Avec plaisir. Je vous ai fait une petite place pour les dédicaces là-bas. Ça vous convient? Oh, où vous voulez, moi. Super.